Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bienvenue dans cette édition. Dans le Kakandé, où l'Institut guinéen de normalisation et de métrologie effectue une visite de terrain au port minier de Dapilon et de Katougouma. Objectif s'assurer de la conformité aux normes des pompes bascules pour connaître le tournage exact des minerais exportés. Et puis sport, au coup d'envoi à Conakry de la première édition du championnat militaire de boxe de l'Office de liaison de l'Afrique de l'Ouest. Doté du trophée du président Alpha Condé, la compétition est organisée par la Direction générale des sports militaires et paramilitaires. C'était là le titre encore une fois. Bienvenue à tous. Pour commencer, le président de la République est en séjour de travail à Niamey. Professeur Alpha Condé prend part aux travaux portant sur la zone de libre-échange continentale. Plus de 50 pays prennent part à ce rendez-vous économique. L'adoption de l'ASLEC permettra de faciliter les échanges commerciaux sur le continent. Sanassi Keita, envoyé spécial. Ce dimanche 7 juillet 2019, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine se réuniront à Niamey, la capitale du Niger. L'enjeu de ces assises est l'adoption définitive de l'ASLEC, zone de libre-échange continentale. À terme, plus de 50 pays africains dont la Guinée pourraient participer à ces plus grands marchés au monde. Une initiative qui doit sans nul doute favoriser le commerce au sein du continent et attirer ainsi des investisseurs. L'Union africaine estime que la mise en œuvre effective de l'ASLEC permettra d'augmenter de près de 60% d'ici à 2022 le commerce intra-africain. D'où la présence ce samedi 6 juillet 2019 du président de la République, professeur Alpha Condé, en compagnie d'une importante délégation dans cette capitale nigérienne. Monsieur le Président de la République, les honneurs vous ont été rendus par la musique principale des forces armées nigériennes, le drapeau national et sa garde, 3 pelotons de gendarmerie nationale, sous le zone de capitaine Maman Sanou Wakar, commandant l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie nationale. À vos ordres, Excellence. Ce dimanche 7 juillet 2019, les travaux sur le lancement officiel de l'ASLEC, zone de libre-échange continentale, ouvriront donc leurs portes avec plus de 4000 participants venus à travers les 4 coins du continent, bref, du monde. D'autres dossiers brûlants seront également au programme de ces personnalités africaines qui devront comme toujours se pencher sur l'insécurité et la réponse aux attaques djihadistes. Retour à Conakry, fini aujourd'hui l'examen d'entrée en 7e année. À présent, tous les regards sont tournés vers les travaux de secrétariat et la correction des copies. Déjà dans la préfecture de Kérouané, le processus de correction a commencé et avance à grands pas. Tous s'attellent au travail pour respecter le délai prévu pour la publication des résultats. Maman Sata Kamara. Ces épreuves de calcul et d'histoire sont les dernières matières de l'examen de fin d'études élémentaires. Au terme de ces différentes épreuves, certains candidats sont confiants de leur admission à l'entrée en 7e année. Mariam Diawara est parmi ces candidats malgré ses difficultés de mobilité. Elle se dit rassurée des efforts fournis au cours de son tout premier examen scolaire. J'aurai mon examen, j'ai bien révisé. Je suis sûre que j'aurai mon examen parce que j'ai bien travaillé et j'ai bien révisé mes leçons. J'ai eu la chance de tomber sur les leçons qu'on nous avait enseignées en classe. Cette année encore, les résultats sont attendus 2 semaines après la dernière épreuve de chaque examen.
Dans la préfecture de Kerouané, par exemple, la correction des copies a déjà commencé. Chaque correcteur est appelé à corriger 250 à 300 copies par jour. Comme les instructions l'ont demandé, c'est un travail à la chaîne. Dès la première épreuve, on a réuni les copies qui sont parvenues au centre de correction, bien sûr, après avoir porté les anonymats. Et ici, les correcteurs, nous sommes au nombre de 11. Donc, quand c'est venu, là, immédiatement, on s'est mis au travail. Il s'agit là de faire la première correction, et ensuite la deuxième correction. Mais le premier correcteur et le deuxième correcteur, non seulement ne se communiquent pas, et ils ne connaissent pas qu'est-ce que le premier a fait, qu'est-ce que le deuxième a fait. C'est depuis hier qu'on a commencé la correction. On a commencé par les corrigés-types de la rédaction de la géographie. C'est ce matin, on a entamé la première correction de rédaction. Nous sommes maintenant sur la deuxième correction de la rédaction. À l'instar de Kerouané, d'autres préfectures aussi s'attellent au travail pour respecter le délai prévu pour la publication des résultats. Coopération agricole guinéo-française, 4 ans après la clôture du projet Riz-Basse-Guinée, l'heure est au dernier réglage pour le lancement du projet d'appui aux activités rizicoles en territoire mangrove. Avec un coût global de 18 millions d'euros, l'enjeu principal de ce projet est d'améliorer la gestion de l'eau et promouvoir le sel solaire dans les communes de Mankountan et Kamfarandé. Reportage Fodé Camara, Isiaga Camara. À Mankountan, dans Bofa et ici dans la commune rurale de Kamfarandé à Boké et autres grands bassins de production du littoral, plus de 7000 hectares doivent être aménagés par le projet d'appui au système d'activité risicole en territoire de mangrove, financé par l'Agence française de développement et le gouvernement guinéen à hauteur de 18 millions d'euros. Cette initiative de promotion rurale vient poursuivre les activités de protection de la biodiversité et d'amélioration de la productivité du projet Riz-Basse-Guinée, bouclé depuis 4 ans. Ce projet a eu des limites. Après la faisabilité, le projet Saritem est venu pour combler ces vides. C'est ainsi que nous avons obtenu les 18 millions d'euros pour financer les aménagements, la riziculture, la saliculture. Donc c'est suite à ça, une autre étude de faisabilité a été entreprise par un bureau qui a été recruté par le bailleur de fonds qui est l'Agence française de développement. Donc cela montre à suffisance que les besoins sont toujours là au niveau de la mangrove. À Kamfarandé, ce périmètre autrefois bien exploité est aujourd'hui abandonné à cause de l'effondrement de cet ouvrage hydro-agricole face aux assauts des vagues. Principale raison évoquée, la fermeture de 5 drains naturels sur 8 et le manque d'études exhaustives à la base pour l'aménagement de ce périmètre de 105 hectares. Nous, ce que nous leur demandons, c'est que le nouveau projet qui arrive, avec le nouveau bureau qui sera chargé de faire les études chez Berkabara, c'est de se mettre à disposition de ce bureau, travailler avec le bureau et ne pas les laisser seuls. Et au bureau, on ne manquera pas de leur indiquer et de leur suggérer vraiment d'écouter les bénéficiaires. Pour corriger en amont les insuffisances des précédents projets évoluant sur le littoral, le projet d'appui au système d'activité risicole en territoire de mangrove compte prêter une oreille attentive aux critiques de suggestions des populations agricoles. Des populations agricoles fortement touchées par la baisse des rendements due à la détérioration très poussée des aménagements. Le problème principal pour le nouveau aménagement, depuis le premier projet a passé, l'aménagement est en train de dégrader de jour en jour. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas le rendement. Depuis on est arrivé au pouvoir, on a les recherches, on a les plaidations auprès de l'État pour nous trouver la solution pour redémarrer ce projet. Pour protéger l'environnement, le projet d'appui au système d'activité risicole en territoire de mangrove compte encourager l'extraction du sel par la méthode moderne qui combine l'action du vent et du soleil. L'impact environnemental et social de la saliculture traditionnelle s'est révélé très dévastateur pour le couvert végétal
à cause de la coupe abusive du bois. Comment amener les hommes de médias à mieux cerner les problèmes liés au changement climatique et les termes scientifiques? La question fait l'objet de formation d'une 50aine de journalistes ici même à Conakry. Au terme de cette formation, donc, les hommes de médias seront mieux outillés pour sensibiliser les populations sur les effets du changement climatique. Alpha Issé Agaba, Mohamed Alpha Baldi. Dans la couverture médiatique des événements liés au changement climatique, les hommes de médias découvrent souvent de nouveaux termes scientifiques. La restitution des événements pose souvent des problèmes. Pendant que les problèmes climatiques se posent en termes de défis, une meilleure compréhension des termes scientifiques par les hommes de médias s'impose. L'objectif, c'est au sortir de là que les pousser aux journalistes d'aller vers l'information scientifique, surtout environnementale, parce que c'est quelque chose qui nous intéresse tous, qui nous interpelle tous. Si on n'agit pas maintenant, c'est pas bon. Et il faut informer jusqu'aux citoyens lambda qui ne connaissent pas ce qu'est le réchauffement climatique, qui ne connaissent pas il s'agit de quoi, pourquoi il y a la rate de la pluie. Donc on a pensé que les premières personnes qui sont intéressées, c'est les médias. Nous pensons que les journalistes ont un rôle important à jouer dans ce sens, parce qu'il faut parer au plus pressé justement pour rendre, n'est-ce pas, notre planète, pour sauver la planète justement des agressions dont elle est fondamentalement victime. Et comment est-ce que les journalistes peuvent faire ce travail s'ils ne sont pas bien formés? Avec l'appui du PNUD, l'association des journalistes scientifiques entend renforcer l'implication des voix des sans-voix dans la lutte contre le changement climatique à travers plus d'informations et de sensibilisation sur le sujet. Et faire en sorte qu'on ait un pool de journalistes compétents sur le plan journalistique, mais qui ont aussi des connaissances optimales en matière de changement climatique pour donner la vérité des faits et rendre compte de façon rationnelle de tous les phénomènes qui se passent et face auxquels souvent on s'étonne qu'il y ait moins de pluie, mais nos actions en amont ont été celles qui ont permis ou qui ont causé ce déficit en pluie. La réduction des gaz à effet de serre est une priorité mondiale. Pour relever l'un des plus grands défis de l'humanité, la participation de tous est indispensable. Secteur minier, l'Institut guinéen de normalisation et de métrologie poursuit ses contrôles périodiques dans les installations industrielles du pays. Cette semaine, ses agents techniques étaient au port minier de Katouguma et d'Apulon. Objectif, s'assurer de la conformité aux normes des ponts bascules pour connaître le tonnage exact de la bauxite. Abdul Karim Kamara signe ce reportage. Mouvement incessant de camions au port minier de Katouguma. Ce matin, les agents techniques de l'Institut de normalisation et de métrologie ont rendez-vous sur les 5 ponts bascules de ce port. Des instruments de pesage qui déterminent le poids de ces gros porteurs et leur contenu. La vérification de leur conformité aux normes représente un enjeu économique d'une grande importance. Sur le pont numéro 1, le contrôle commence par la fidélité. Cette voiture et sa charge font 2650 kg. Le même chiffre est indiqué par l'afficheur. L'État pour assurer l'équilibre entre les exploitants et les autres. Donc c'est pourquoi nous venons ici pour contrôler les ponts bascules. C'est pour connaître effectivement le nombre de tonnages qui passe, s'il n'y a pas de tricherie. Chaque fois un camion passe, si c'est un camion de 40 tonnes, c'est ce qu'on comptabilise. Chaque jour le camion passe, on prend le tonnage. Chaque fois le camion passe, on prend le tonnage et on fait la sommation. Donc ce que ça va donner, c'est ce qui représente le nombre de tonnes par jour. Et de jour, on va par semaine et de la semaine, on va par mois. De mois maintenant à l'année. Même exercice sur les 4 autres ponts. Mais par endroits, des soucis de non-conformité sont enregistrés. Les poids déposés sur les ponts ne sont pas en phase avec les chiffres indiqués par l'afficheur. Le contrôle révèle une négligence d'entretien des capteurs de pesage. Dès que les capteurs sont endommagés, il y aura une variation au niveau du poids. Maintenant, si ces différences-là peuvent être du côté de l'État, c'est-à-dire qu'on exporte une certaine quantité que l'État ne connaît pas, ou bien au détriment des exportateurs eux-mêmes. Il faut que qu'on organise toujours le contrôle périodique qui est de 6 mois et il faut que l'État accepte qu'on fasse du contrôle inopiné. Nous sommes là dans le cadre de la vérification des instruments de mesure, c'est-à-dire tous les systèmes de pesage
le pont bascule, les convoyeurs et les bascules. C'est pour ça que effectivement la loi était dans la transaction commerciale et garantit la prise des mesures. Enfin, nous allons déterminer le nombre de tonnes de bauxite exportées en République de Guinée. Peu après, la mission de l'Institut de normalisation est l'hôte du port minier de Dapilon. Ordre est donné aux agents techniques de procéder au contrôle des ponts bascules. Direction la savane guinéenne, à Koukoussa, la commune rurale de Kignero vient de bénéficier de plusieurs infrastructures au compte de projets de développement financés par l'ANAFIC. Ainsi, le coût de réalisation des travaux dans cette localité s'élève à 1,190 milliard de francs guinéens et c'est le secrétaire permanent du RPG Arc-en-Ciel qui a procédé au lancement des chantiers. Ablaye Ningelande Diallo signe ce reportage. Ici à Kignero, il est prévu la réalisation du siège de la mairie et une école de 3 salles de classe ainsi que le logement du directeur. Des actions de développement bien accueillies par les populations et les autorités communales et préfectorales. Ce chantier représente un bijou de la part du président de la République sous la coordination et la supervision de l'ANAFIC. Nous remercions très sincèrement le président de la République d'avoir placé l'ANAFIC pour le financement des collectivités. On ne fera que féliciter et remercier le professeur Alpha Condé de tout ce qu'il est en train de faire dans notre pays. Les gens ont vu maintenant que la Guinée change. Ça change de façon très radicale. Vraiment, nous sommes contents de ce que le professeur est en train de faire dans son pays. Après Kignero, direction Banakoroni, une localité qui n'a jamais été dotée d'infrastructures scolaires depuis l'indépendance. Les populations magnifient cette initiative du chef de l'État à sortir de la Guinée du sous-développement. Je voudrais tout d'abord manifester ma gratitude à monsieur le préfet de Koukoussa. C'est pour nous, fils de Kignero, un honneur de vous compter parmi nous. Après ces localités visitées, le secrétaire permanent du RPG Arc-en-Ciel s'est dit émerveillé par la qualité de l'accueil et réitère la volonté du chef de l'État à booster le développement local à travers une meilleure répartition des richesses du pays. Retour sur le littoral avec le lancement officiel à Conakry du plan d'action national budgétisé de planification 2019-2023. C'est pour bénéficier du dividende démographique et améliorer les indicateurs sanitaires en matière de la santé sexuelle et de la reproduction. Abraham Christophe Conté, Moussa Bangoura. Ces acteurs du ministère de la Santé vont s'enquérir du contenu du nouveau document élaboré par le plan d'action national budgétisé de planification familiale de la Guinée 2019-2023. Cette initiative en faveur de la santé néonatale regroupe acteurs de la santé, partenaires techniques et financiers et autres départements sectoriels. Principal défi, amener les femmes à s'engager dans le processus de la planification familiale. Reconnaissant ainsi que pour accélérer la réduction de la morbidité et la mortalité maternelle, néonatale et infantile, la planification familiale reste une stratégie de premier rang. La planification familiale est une des interventions promotionnelles les plus bénéfiques, non seulement pour l'amélioration de la santé, mais aussi pour l'accélération du développement national. On connaît tous que la planification familiale permet d'éviter des grossesses précoces ou non désirées qui sont souvent la cause de l'abandon scolaire ou les sources d'avortement non sécurisées, pouvant entraîner la stérilité ainsi que les hémorragies et conduire à la mort. Ce document de stratégie s'inscrit dans la vision du gouvernement quant à l'amélioration de la politique d'espacement des naissances, un des facteurs de réduction de la mortalité maternelle et infantile. Au niveau de ce document, il y a 5 axes stratégiques. C'est l'accroissement de la demande, l'accroissement de l'offre, la sécurisation des produits en santé de la reproduction, c'est le suivi, évaluation et la coordination. La demande, il faut la faire, il faut développer ici des plans de communication, des plans de plaidoyer pour augmenter la demande en vue d'utiliser les services d'offre de planification familiale. En Guinée, la faible utilisation des services de santé, de la reproduction en général et de la planification familiale en particulier est l'une des causes de décès des femmes pendant l'accouchement de l'avis des spécialistes de la santé.
Ce nouveau document constitue désormais un outil d'étude statistique important et un indicateur des stratégies de planification familiale. C'était donc un reportage rendu par Moussa Komara. Autre fait de société, la lutte contre les violences faites aux femmes. À Kindia, les acteurs impliqués se concertent sur les résultats obtenus dans le combat mené cette année au niveau régional. Il est également question de proposer de nouvelles stratégies pour mettre fin à ces pratiques néfastes. Explication Mohamed de Camara. Une nouvelle étape dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Désormais, le combat est mené au niveau régional. À Kindia, les acteurs impliqués dans la lutte partagent les informations sur les acquis obtenus dans la protection des couches vulnérables dans les différentes préfectures de la région de Kindia. L'approche vise à amener les communautés à un changement de comportement vis-à-vis du phénomène. Je pense qu'il manque quand même de surveillance de nos filles. Et lorsque la fille doit sortir seule pour aller revendre, les cas la convoient et les hommes les brutalisent. Ils font de sorte que la prise en charge devient très très difficile. Parce qu'il faut voir les cas d'infections sexuellement transmissibles. Et alors que nous manquons de réactifs, nous manquons des médicaments pour prendre en charge complètement. Parce qu'une fille violée qui a saigné, on ne sait pas qui l'a violée d'abord, il faut soumettre sur les ARV. La lutte qui se veut transversale est menée par les agents de sécurité, la justice, des ONG chargés de la protection des femmes et le ministère de l'Action sociale. Il faudrait que les gens cessent d'intervenir pour ceux-là qui violent la loi portant sur le péché. Il faudrait que ça s'arrête. On ne peut pas comprendre que quelqu'un qui viole une fille de 2 ans, 3 ans, une mineure, ou que quelqu'un qui transforme sa femme en tam-tam, ou alors une fille de 12-13 ans qui est donnée à mariage précoce, qui entraîne des complications que vous connaissez sur le plan clinique, médical, et que des personnes coupables soient identifiées, interpellées, et qu'il y a d'autres citoyens qui se lèvent pour vouloir intervenir pour ces criminels. Je vous dis que ça doit cesser. Cette rencontre trimestrielle du comité régional de protection des femmes et des enfants se tient à un moment où une femme sur 3 est victime d'une violence en Guinée, comme l'indique la dernière enquête démographique de santé. Principe de nouvelle constitution, le sujet suscite de débats à tous les niveaux à travers le pays. À Boké, par exemple, la conférence organisée à l'Institut Géomine a permis d'apporter des informations sur le concept même de constitution. Bernard Tonguino, Bamba Camara, compte rendu. À Boké, le débat sur le changement constitutionnel n'intéresse pas que des universitaires, cadres de l'administration publique, étudiants, notabilités de la ville, femmes et autres culiers viennent s'approprier les notions relatives au concept de constitution. L'exposé du conférencier est traduit en langue du terroir. Le message est accessible à tout l'auditoire. Nous avons compris le message sur la nécessité du changement de la Constitution. Ça va nous permettre d'aller de l'avant. Puisque les choses qui préoccupent tout le monde, c'est l'avenir de notre pays. Et les étudiants sont les futurs cadres du pays. Et donc, ils doivent prendre part à ce débat-là pour avoir des informations, surtout pour une institution qui est comme la nôtre. Nous sommes très éloignés, si vous voulez, de tout ce qui concerne le droit. Donc pour nous, c'était important d'écouter les spécialistes, l'avis des spécialistes sur la question. Une fois le concept maîtrisé, place au débat, à la contradiction par la force des arguments. La série de questions-réponses entre débatteurs en dit long. Nous avons compris assez de choses dans cette conférence. On faisait des débats sur cette nouvelle constitution, mais nous n'avons pas assez d'expérience de la matière. Mais aujourd'hui, à travers cette conférence, nous avons compris aujourd'hui qu'il y a une nécessité d'adopter une nouvelle constitution à notre cher pays, la Guinée.
Je pense que ce n'est pas le moment de changer une constitution. Si la constitution devait être changée, elle aurait dû être changée il y a longtemps. Mais pourquoi attendre dès maintenant? Il y a beaucoup de questions qui se posent. Et surtout, il ne faut pas oublier l'impact de la modification de cette constitution sur le territoire guinéen. Il faut s'attendre des années à venir. Dans un an, dans 3 mois, qu'est-ce qui pourra arriver si une majorité de la population n'accepte pas la modification de la constitution? Le débat sur le changement constitutionnel attire de plus en plus de monde. Chaque citoyen veut désormais faire entendre son avis sur la question. Après les universités, de nouvelles séances de débat public sont annoncées dans les maisons des jeunes. Plus loin, en région forestière, à Lola, la hache de guerre est enterrée. Les différentes communautés de la localité accordent leur violon pour repartir ensemble, main dans la main, sur de nouvelles bases. Une réconciliation fondée sur les valeurs de la tradition et des prières. Mohamed Seyar Souma est notre envoyé spécial dans la zone forestière. À travers cet acte de la tradition forestière, Lola tourne définitivement la page sombre de la fracture sociale. L'eau, symbole de la douceur et de la paix, traduit ici l'engagement des uns et des autres à se pardonner au bénéfice de la cohésion sociale. C'est la tradition qui le dit, parce qu'après, nous savons que l'eau est indispensable à la vie. Sans eau, il n'y a pas de vie. Par conséquent, toutes les réconciliations chez nous, ça se concrétise par l'eau. C'est pourquoi vous avez vu que la population a accepté de verser l'eau pour dire qu'à partir de maintenant, c'est l'union qui est rentrée à Lola. Tous les enfants sont unis, il n'y a plus aucun différent entre nous. Cette mosquée, longtemps au centre des malentendus, est dorénavant le lieu de convergence de tous les fidèles musulmans sans exclusion aucune. Fini le tiraillement sur la problématique de l'imama de cette maison de Dieu. L'implication des fils du terroir a permis d'aplanir les divergences. Alhamdulillah Rabbil Alamina. Alhamdulillah Rabbil Alamina. C'est vraiment une joie pour moi aujourd'hui. Que tout Lola, tous les musulmans de Lola se donnent la main pour cette cérémonie. Vraiment, ça a été une fierté. C'est une fierté pour tous les ressortissants de Lola et même les résidents. Parce que ce qu'on est en train de vivre maintenant, je peux dire, ça n'est jamais vu. C'était un peu ma volonté depuis bien longtemps. Nous avons fait des efforts dans l'ombre, nous avons parcouru partout, on a mis nos petites possibilités en œuvre pour qu'on aboutisse à cette paix. Et je suis le plus heureux aujourd'hui de savoir que maintenant, Lola est unie. Vous avez tout le monde ici réuni. Ça augure d'un bon avenir pour notre préfecture. La grande prière du vendredi célébrée dans cette mosquée a permis aux sages et aux religieux de formuler des vœux en faveur du renforcement de l'unité nationale et de la paix. Sport boxe, la Guinée accueille la première édition du championnat militaire de boxe de l'Office de liaison de l'Afrique de l'Ouest. Doté du trophée professeur Alpha Condé, président de la République, la compétition est organisée par la Direction générale des sports militaires et paramilitaires. Le tout coordonné par le chef d'état-major général des armées, sergent-chef Alassane Gabi, correspondant de la presse militaire. Sur les 14 pays membres de l'Office de liaison de l'Afrique de l'Ouest, l'OLAO, 8 délégations sportives dont la Guinée participent à ce premier championnat militaire de boxe de Conakry. Le trophée porte l'illustre nom du président de la République, professeur Alpha Condé. 7 jours durant, les boxeurs des différentes forces de défense et de sécurité présents à ce rendez-vous de l'OLAO vont rivaliser sur les rings du Palais des Sports de Conakry en vue de rafler le plus grand nombre de médailles dans un esprit de fair play. A décidé de faire porter au trophée de ce championnat militaire de boxe le nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, chef des armées, le professeur Alpha Condé. L'attribution de ce nom à ce trophée s'impose au-delà de l'importance du sport, comme une marque de sympathie, traduisant la reconnaissance du combat que le professeur Alpha Condé mène pour l'émancipation socio-économique et politique du continent africain. Au compte de cette première journée, 2 combats étaient à l'affiche.
Dans la catégorie de 52 et 56 kg, Cheikh Ouedraogo de Burkina Faso a triomphé face à Elder Varela de Cap-Vert. Pour la seconde opposition, le Nigérian Pius Kingsley a eu raison de l'Ivoirien Apia Mea dans les catégories de 69 et 75 kg. Élément d'appréciation du niveau d'entraînement physique militaire et sportif des armées, il constitue une aubaine pour chacun des pays d'évaluer ses boxeurs avant leur participation aux 7e Jeux mondiaux militaires prévus en octobre 2019 à Wuhan, en République populaire de Chine. Placée dans la catégorie des sports de combat, la boxe est une discipline qui est pratiquée dans les armées pour sa grande utilité qui n'est plus à démontrer. C'est pourquoi je voudrais inviter, mesdames et messieurs les chefs de délégation, à mettre un accent particulier sur la pratique de cette discipline sportive. L'Office de liaison de l'Afrique de l'Ouest, l'OLAO, est une structure de l'Organisation du sport militaire en Afrique, l'OSMA, et du Conseil international du sport militaire, CISM. 14 pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sont membres de cet office. Il a comme objectif promouvoir les pratiques sportives, renforcer la cohésion entre les différentes armées à travers les compétitions sportives, ce qui rime avec la devise du Conseil international du sport militaire, Amitié par le sport. En plus bref, InfoCan, la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations se poursuit en Égypte. On joue les 8e de finale. L'Afrique du Sud a créé la grosse surprise aujourd'hui en éliminant le pays hôte. Les Bafana viennent de barrer la route aux partenaires de Mohamed Salah, 1-0. Peu avant ce match, le Nigeria a dominé 3-2 le Cameroun, tenant du titre. Demain, la RD Congo sera opposée au Madagascar à 16h temps universel et à 19h temps universel. Le Sili national de Guinée va se mesurer à l'Algérie. Mesdames et messieurs, nous voilà au terme de cette édition. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Nous souhaitons bonne chance à notre équipe nationale qui affronte demain l'équipe algérienne. Je vous souhaite une bonne soirée. À demain.